c'est Kossi Agokla, professeur de droit de nationalité togolaise et par moment, pour ne pas dire pour l'essentiel aujourd'hui, je m'occupe des questions relatives à la réforme du secteur de la sécurité, non pas sans avoir, dans un passé relativement récent, occupé des fonctions administratives assez liées quand même au secteur de la sécurité dans mon pays, le Togo, comme par exemple au ministère de la Sécurité, ou bien en qualité de conseiller du Premier ministre en charge des questions de réforme et de justice. Mon plus beau rêve pour l'Afrique, c'est d'avoir un continent africain. Je ne vais pas reprendre une expression de politicien, mais c'est bien ça, une Afrique qui fera bon vivre pour tout le monde. À savoir qu'il y aura un tassement des inégalités et ce sera de toute façon un continent dans lequel le phénomène de paupérisation va également relativement donc, disparaître et l'injustice également. Et on aura une cohorte donc, de politiques sociales qui vont davantage regarder le sort donc, des populations, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui quand même, les populations à la base souffrent relativement au moment où on remarque une certaine opulence pour une autre classe dirigeante et autres. Disons que mon intervention, ce passage que vous dites si bien entre les questions juridiques et celles relatives à la réforme du secteur de la sécurité, davantage en qualité de praticien, c'était simplement dû à une question de militantisme. Donc je ne me suis pas toujours cantonné dans mon cocon donc, de juriste. J'essaie donc de faire des activités périphériques citoyennes et c'est comme ça que plus ou moins fortuitement, je me suis rapproché du Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Et ça m'a permis de voir déjà ce qu'il faisait comme activité. Et de manière donc occasionnelle, j'ai participé à un certain nombre d'activités jusqu'à ce que, justement, un de mes amis qui avait des entrées auprès du directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, à l'époque à Ivor Foum, m'introduise auprès donc, de lui parce que ça coïncidait en même temps avec le fait qu'on recherchait un certain nombre donc, de personnes pour animer des secteurs, des activités, des programmes et projets. Et c'est comme ça que j'ai été donc introduit. Mais comme j'avais un minimum de connaissances préalables, j'ai été accepté et voilà, j'ai eu à gérer, et comme vous le savez, ce programme ACREP initialement pour une petite poignée de mois, mais finalement pendant 7 ans. Et j'ai eu la chance de vous avoir comme stagiaire, mais véritablement davantage comme cheville ouvrière des activités de ce programme-là. Et bon, voilà comment nous sommes donc lancés vraiment dans ce secteur très exaltant. Les grands enjeux sécuritaires pour l'Afrique, on va les décliner au plan national et également au plan international. Au plan donc, national, c'est ce que j'appellerais d'abord la sécurité étatique, où l'État lui-même doit survivre pour s'assumer. Et comme nous le savons, pour que l'État donc, puisse survivre, il faut la contrainte. Encore faudrait-il donc qu'il ait des forces de défense et de sécurité assez donc, opérationnelles pour être l'expression de son caractère régalien. Or, nous savons qu'à l'épreuve des faits, que ce secteur de la sécurité, quoi qu'on dise, et l'homme, il est aussi indigent que les autres secteurs ordinaires, que ce soit l'éducation, la santé, tout ça, toute proportion gardée. Aller dans un commissariat de police, aller dans une caserne, voyez comment vit la troupe et tout ça, c'est de l'indigence. Donc c'est un vrai défi pour l'État lui-même
que d'arriver à faire survivre son secteur de la sécurité. Ensuite, il y a également la question de la sécurité sous l'angle de la sécurité humaine. Parce que, quoi qu'on dise, l'État doit faire en sorte que les populations également puissent vivre, je ne veux pas dire survivre. Et là, nous nous rendons compte que, comme nous l'avons donc dit tantôt, les populations tirent, si tu permets l'expression, les diables donc par la queue. Or, c'est de la responsabilité de l'État, parce qu'il n'y a pas simplement la sécurité étatique, elle se double donc de la sécurité humaine, et puisque nous savons par ailleurs que les populations, de toute façon, sont au centre des politiques donc, de l'État, même en matière donc, sécuritaire, et puis ça se double également du volet justice également. Il faut qu'une bonne justice donc, soit rendue pour qu'il y ait un minimum donc, d'équité au sein donc, de cette société. Donc l'un dans l'autre, l'État a énormément donc, de difficultés pour assurer à la fois cette sécurité étatique et cette sécurité humaine. Et enfin, le volet international également. Si l'État ne bombe pas donc, le muscle, n'a pas de forces assez opérationnelles et tout ça, bon, c'est vrai que historiquement, nous n'avons que l'exemple entre la guerre, de ce qu'on avait appelé à l'époque la guerre des 6 jours, entre le Burkina Faso et le Mali, mais on ne sait jamais l'impérialisme des États. Un pays voisin a vite fait d'envahir une partie de votre territoire national. Si vous n'avez pas donc les moyens, vous ne pourriez pas donc vous en sortir. Encore faut-il donc recourir à des forces de défense et de sécurité assez performantes pour s'assumer sur l'échiquier sous-régional et ensuite donc africain. Donc voilà un ensemble donc, de défis qui interpellent nos pays et qui les obligent à devoir donc s'assumer. Je ne saurais te dire quand est-ce que j'ai entendu parler de la SSN pour la première fois. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les différents travaux que nous faisions dans le cadre de ce projet ACREP, le directeur n'avait de cesse de nous inviter à nous approcher de la SSN parce qu'il avait de très bonnes relations avec le professeur Ebo à l'époque. Et donc nous l'avons donc fait. Et le professeur Ebo avait été très enthousiasmé par la petite équipe que nous étions. Quand je dis la petite équipe, vous avez déjà vu, hein, un peu de cadres, peu de stagiaires également. Je ne citerai pas donc de nom, mais il était toujours émerveillé par la qualité du travail que nous arrivions à faire. Et je me souviens qu'à l'époque, le professeur Ebo avait promis qu'il nous épaulerait d'une manière ou d'une autre. Et je crois que tout le monde a souvenance de la part prépondérante que la SSN a pu prendre dans l'exécution des différentes activités du centre. Et de la même façon également, le professeur Ebo n'a pas manqué de nous inviter en tant qu'expert entre griffes RSS à beaucoup d'activités de la SSN. Et c'est comme ça que progressivement, nous avons été donc amenés à être, si je puis me dire ainsi, correspondant de la SSN. Et par la suite, on m'a proposé d'entrer au comité exécutif parce que je crois qu'il y avait un certain nombre donc, de remises en ordre qui avaient été donc, opérées. J'ai accepté donc, de bonté de cœur et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec la dizaine de cadres qui, au quotidien, avec un petit noyau de secrétariat des plus donc, valeureux, met en œuvre les activités donc, de la SSN avec des moyens relativement modestes, vraiment modestes. Ils sont au moins 3. Et ils sont au moins 3 que leur modestie en souffre. Le professeur Ebo en tant que parrain, j'estime que c'est un parrain pour moi, parce qu'il nous a toujours encouragés à venir vers les activités. Il nous a aidés en facilitant donc des financements. Ensuite, Niagalé, notre chair aujourd'hui, parce qu'en tant que femme, c'est une femme battante. Vraiment une femme battante au sens panafricain du terme, parce qu'elle porte des rêves, parfois fous, mais elle les assume, et de telle sorte que au plan activité, ça aboutit toujours. Et je crois que le mot découragement, elle ne connaît pas. Et puis elle a du cran également, elle a du cran.
et évidemment de l'entre-gens. Et ça, c'est très, très important lorsqu'on veut réussir la mise en œuvre d'activités de RSS dans des secteurs très souverainistes et tout ça. Et puis, au sein donc, de ce secrétariat de la SSN, j'ai un coup de cœur pour deux personnes. Hein. Et l'homme en particulier, Jane également. C'est vrai que celle-ci vient de nous rejoindre, mais je vous assure, hein, parfois je me demande comment ces deux bonhommes, hein, je préfère les appeler comme ça, font pour porter vraiment tout ce secrétariat-là. Quand je dis secrétariat, ce n'est pas simplement de petites tâches administratives, de scripts, mais la mise en œuvre d'activités, comment ils arrivent à le faire en 24 heures. Et donc, je rends hommage à ce monde-là, deux cadres juniors, si je puis m'exprimer ainsi, encore que rien ne me prouve que ce sont des cadres juniors. Mais vous faites un travail extraordinaire. Et je crois que toute l'Afrique doit vous être reconnaissante pour ça. Vouloir parler des réalisations particulières de la SSN et l'homme, non, ce serait se fourvoyer. Tant la SSN a supporté des choses. Le seul fait d'être aujourd'hui le seul réseau africain véritable du secteur de la sécurité, c'est déjà quelque chose. Et de rester au top, c'est une référence particulière. Évidemment, il y a d'autres institutions que l'on ne citerait pas pour un certain nombre donc, de raisons, excusez-moi, mais SSN continue d'avoir un lead et de le maintenir encore. Évidemment, vouloir donc signifier ce lead de l'SSN à travers un certain nombre de choses, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Par exemple, ce serait fou de Niagalé de vouloir travailler sur l'établissement d'un baromètre. C'est extraordinaire cette affaire. Et je me souviens que tantôt c'était Kainkan par rapport à DICAF, tantôt c'était Kainkan par rapport à d'autres personnes ressources qui étaient situées quelque part en Amérique latine et tout ça, mais elle a porté ce rêve-là. Et aujourd'hui, au moins, du côté de la SSN, on a pu évacuer la part de responsabilité qui est la nôtre. Mais les anecdotes, on peut donc les multiplier. La SSN a pu toujours donc les porter haut. Moi, j'identifierais le défi à deux niveaux au moins. D'abord, un défi au niveau de ressources humaines. Et je suis persuadé que ce défi trouvera tout son sens lorsque vous vous projetez par rapport à d'autres institutions de même nature. Et je suis sûr que le secrétariat, ce n'est pas simplement 3 personnes. Sur lesquels repose ce fardeau donc, de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois. Mais c'est vraiment un réseau de personnes humaines, de ressources humaines plus développées. Et j'aimais donc le vœu que ASSN donc, puisse sortir donc, de là, parce que à la fois, pour moi, c'est quelque chose donc, en termes de tâches, bien sûr, relativement inhumain, porté par des hommes et cette poignée d'hommes et de femmes qui sont fous, qui sont de vrais fous et qui ont une vision panafricaniste. Et ça leur donne un élan particulier pour arriver à faire leur travail, malgré donc toutes les contraintes de l'heure. Et évidemment, maintenant, au niveau de l'ASSN, et ça a un lien avec ce que je viens de dire, il faut trouver certainement des mécanismes de financement pérennes. Des mécanismes de financement pérennes qui permettraient donc de mettre à l'aise les hommes et les femmes qui portent les activités au quotidien. Et c'est vrai également qu'il y a des méandres institutionnels et financiers des autres partenaires qui appuient donc la SSN et que ce n'est pas facile de libérer donc des fonds. Mais si la SSN arrivait donc
à trouver ce mécanisme donc périn, je crois que ça soulagerait énormément d'activités et ça permettrait véritablement à la SSN donc de se projeter davantage. Pour les années à venir, je m'attends à ce que la SSN soit encore là. Parce que là où vous avez porté le flambeau de la RSS en Afrique, c'est vraiment un niveau d'excellence. Et il faut que la SSN donc, maintienne le cap. Je ne doute pas un seul instant que la SSN maintienne le cap, même s'il y a des renouvellements de cadres. Parce que je vois déjà ceux-là qui sont en mesure de renouveler donc, les cadres qui sont là actuellement. Même s'il y a des renouvellements au niveau des... bon, je ne sais pas trop comment j'appellerais les noodles là, les branches donc, de la SSN. Je ne doute pas également que nous puissions être donc, en mesure de rester dans cette position donc, de leader pour faire en sorte que le flambeau de la réforme du secteur de la sécurité soit toujours haut. J'ai grand espoir. Je ne doute pas un seul instant que la SSN sera encore à ce haut niveau-là.